Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Jafour, conseiller d'entreprise dans un pôle mutation digitale et j'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire où je convie donc Damien Natton qui fait partie de la société Assesi, qui se Bonjour. présentera plus en détail. Bonjour Damien. Et qui va vous parler aujourd'hui de cybersécurité. Donc, pourquoi déployer une stratégie de cybersécurité? Peut-être parler aussi de comment se protéger des cyberattaques, peut-être parler également des types d'attaques qu'on peut connaître en entreprise. Donc, quelques mots sur les modalités pratiques. On prévoit à peu près 45 minutes de présentation de Damien. Je vous demanderai de couper les micros, s'il vous plaît, de poser vos questions par écrit dans le menu chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra également prendre des questions à la fin de la présentation de Damien. Donc, pour ça, je vous activerai les micros. Je rappelle également que la session est enregistrée et sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Elle vous sera envoyée par mail. Le lien vous sera envoyé par mail à l'issue du webinaire, comme d'habitude. Voilà, j'en ai fini pour la petite présentation, pour la petite introduction. Je vais laisser la parole à Damien pour la présentation. Merci Karim. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a évoqué Karim, nous allons aborder un sujet qui est un peu dans l'air du temps, la cybersécurité. Si vous voyez le titre de la présentation, vous remarquerez qu'il est plus rare de voir le mot stratégie précéder le mot cybersécurité. On va en fait, et en effet, évoquer la cybersécurité sous un angle un petit peu différent, qui n'est pas technique. On en parlera peut-être un petit peu, surtout s'il y a des questions, mais en tout cas pas uniquement technique. Et c'est une grande différence, voire même un peu un changement de paradigme qu'on est en train d'opérer en se rendant compte de plus en plus que la cybersécurité n'est pas que technique, comme on la perçoit dans la plupart des cas. Si on fait un sondage autour de la table ici, je suis persuadé que la cybersécurité est perçue comme un sujet technique qui doit être traité par les informaticiens, le plus souvent d'ailleurs avec des moyens techniques. Et l'actualité nous montre tous les jours que ce mode de raisonnement est maintenant plus adapté. On a bien des attaques non techniques qui arrivent à passer, des attaques techniques mais qui passent les protections qu'ont mis les clients. Donc on se rend bien compte qu'il y a un changement de fonctionnement et que la technique seule ne suffit plus. Et on va voir en fait dans ce webinaire comment allier technique, organisation, humain pour avoir justement ce qu'on décrit comme étant une stratégie de cybersécurité. Juste quelques mots au préalable pour présenter Assesi. Nous sommes une société de services en informatique, alors une ESN, une entreprise de services numériques dans la nouvelle terminologie officielle. Nous fournissons des solutions, des prestations qui permettent d'auditer, d'intégrer, de gérer, de sécuriser les systèmes d'informatique d'entreprise. Et on en gère les composantes techniques, bien évidemment, mais aussi organisationnelles, humaines, voire réglementaires et normatives dans certains métiers. Un règlement s'applique par exemple à tout le monde, que ce soit en France ou en Europe, c'est le RGPD. Et dans le RGPD, les deux dernières lettres, c'est la protection des données, qui nous ramène aussi à la cybersécurité. Nous sommes organisés autour de 6 grands métiers qui sont présentés à l'écran, dont celui de la cybersécurité, qui nous intéresse aujourd'hui, où ce département regroupe 30 personnes avec des consultants en sécurité organisationnelle, technique, en ingénierie sociale, ce qu'on appelle plutôt tester l'être humain, et dans les composantes techniques, organisationnelles et humaines. Nous sommes 140, 150 personnes maintenant. On existe depuis, alors c'est plus 18 ans, j'ai pas mis à jour, c'est depuis 20 ans maintenant. Et on a une présence dans le quart nord-est de la France. La société est alsacienne à l'origine, Strasbourg. Et les grands pôles sont donc Lille, Reims, Besançon, une filiale à Genève, Lyon, qui n'est plus en cours de création, qui est créée depuis maintenant 2 mois et demi et qui fonctionne. Voilà pour présenter notre entreprise et je répondrai à des questions s'il le faut en fin de webinaire. Passons au cœur du sujet, le risque cyber et pourquoi est-ce un enjeu majeur. Soyons francs, si on fait là aussi un sondage, la plupart des entreprises
gère la cybersécurité comme étant un mal nécessaire, comme un centre de coût. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est un véritable enjeu pour l'entreprise parce que la cybersécurité, elle a une particularité. C'est de pouvoir mettre l'entreprise totalement à l'arrêt, voire même de la faire disparaître, malheureusement. Et si on regarde bien, il y a peu de risques identiques pour une entreprise et qui ait autant d'impact. Et pour s'en rendre compte, je vais vous donner 4 chiffres très rapides. Le premier, c'est 50. 50, c'est le coût médian d'une cyberattaque en cas euro du côté français. Donc vous voyez que c'est pas innocent, c'est un coût médian, donc ça veut dire qu'il y en a qui sont beaucoup plus, d'autres qui sont beaucoup moins, mais ça reste quand même un montant extrêmement important. Le deuxième chiffre, c'est 60. C'est le pourcentage des TPE-PME qui ne se relèvent pas et qui déposent le bilan dans les 18 mois suivant une cyberattaque réussie. Typiquement de type ransomware, parce que c'est celle qui fait souvent le plus de dégâts. Mais ça pourrait être aussi un virus, une fuite de données extrêmement importante. Il y a d'autres cas, mais 60%, alors des TPE, PME. Je ne parle pas des ETI ou des grands groupes qui ont souvent plus de structuration de leur informatique et se protègent mieux, mais les TPE, PME, le chiffre est quand même important. 69, c'est le pourcentage d'entreprises attaquées, donc des PME, PMI. 21 sont des ETI et seulement 6% sont des grandes entreprises. Ça, c'est pour tordre le cou à une idée reçue où j'entends beaucoup de dirigeants d'entreprises, de petites entreprises qui disent « mais moi, je ne suis pas concerné, je ne vois pas pourquoi un hacker viendrait m'attaquer ». C'est totalement faux. Les attaquants se fichent de savoir si la société est grande ou pas. Ils préfèrent attaquer une centaine de petites entreprises et demander 10 000 euros plutôt qu'en attaquer une grande et demander 1 million, mais ils ne sont pas sûrs de l'avoir parce que l'entreprise a beaucoup plus de fonds, beaucoup plus de possibilités techniques de contrer leur attaque, voire de négocier, etc. Donc, soyez bien conscients que la plupart des attaques sont faites sur les PME, PMI. 80, c'est le pourcentage des attaques qui ont l'être humain comme vecteur. C'est l'être humain qui fait rentrer les attaques. On a tous entendu parler de phishing par mail, par SMS, par téléphone, mais l'être humain est aussi à l'origine d'attaques qui peuvent se passer, ne serait-ce que par l'organisation qui est mise en place dans la société. S'introduire dans un site et accéder à une prise réseau, à un poste qui n'est pas verrouillé, c'est parce que quelque part, un process d'organisation n'a pas été mis en place, parce que une personne à l'accueil a laissé rentrer quelqu'un sans lui demander forcément qui il était, ne l'a pas accompagné dans les locaux, parce qu'il n'y a pas de process pour encadrer ça. C'est toujours l'être humain qui est, dans la plupart des cas, le vecteur d'entrée dans la société. Et le dernier chiffre, c'est 100. C'est le pourcentage d'entreprises qui seront victimes d'une attaque réussie à très brève échéance. C'est plus une question de si, vous verrez que c'est une certitude. Et pourtant, je pourrais ajouter que 100% des sociétés qui ont déjà été attaquées, ou celles qui vont l'être, ont des mesures de protection, la plupart techniques. C'est une évidence. Personne maintenant n'imagine ne pas avoir un antivirus, un firewall, enfin des systèmes de protection. Et pourtant, rappelez-vous mon introduction, j'expliquais que les sociétés raisonnent techniques et que pourtant énormément d'attaques passent. Or, toute mesure technique, elle est vouée à céder un jour. C'est une certitude. Ou pour le moins, je dirais, à être contournée. Pour ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire, pensons à la ligne Maginot en 39-45 qui avait été construite pour contrer le passage des Allemands dans le nord de la France. Eh ben, ils ne sont pas passés au travers de la ligne Maginot, ils l'ont contournée. Ils ont utilisé le maillon faible de notre sécurité. Ils sont passés à côté et on n'avait rien prévu à côté, ou pas suffisamment en tout cas. Donc voilà pourquoi il faut parler de stratégie de cybersécurité et qu'il faut traiter ce sujet avec une approche un petit peu différente de celle qui est je vais mettre en place un mur technique et je vais penser que ce mur technique me protégera de tout. Donc, il n'est pas nécessaire que je pense à ce qui se passera si jamais ce mur cède, étant donné que je lui fais une confiance absolue. Je fais une confiance absolue en mes sauvegardes, je fais une confiance absolue en mon antivirus, en mon EDR, en ma zone démilitarisée, toutes les mesures techniques que j'ai mises en œuvre.
et c'est de ça dont on va maintenant un peu parler, c'est ce qu'on appelle en fait les bonnes questions à se poser. Les questions qu'on se pose souvent, c'est si je me fais attaquer, la question est dépassée. Le si, on sait que c'est plus maintenant, c'est plus bon. On se pose la question quand. Même cette question, quand est-ce que je vais me faire attaquer, n'est plus valide. Quand, c'est très bientôt. La vraie question ou les vraies questions à se poser, c'est comment. Et en fait, comment préparer vos organisations, comment préparer vos entreprises à réagir dans le cas où une attaque va passer vos protections majoritairement techniques. Quelles sont les actions que vous devrez mettre en œuvre pour maintenir vos fonctions vitales de l'entreprise, pour que vous puissiez continuer à produire, à rendre service, j'irai plus loin, à vivre. Et comment faire pour qu'une attaque réussie ne mette pas l'organisation à genoux, que vous puissiez, même s'il faut travailler en mode dégradé, mais continuer à fonctionner à minima pendant que votre système est remis à flot par vos équipes techniques ou par des prestataires qui viennent vous aider. La question que ça induit, ou les deux questions que ça induit, c'est pourquoi des organisations s'en sortent mieux que d'autres? On fait le constat, nous ne sommes pas les seuls, qu'à attaque égale, il y a certaines organisations qui s'en sortent mieux que d'autres. À budget à peu près égal, à société à peu près égale, hein, toute mesure par ailleurs, des sociétés, des organisations s'en sortent mieux. Pourquoi? Comment elles font pour être, et là j'ai introduit un terme, résilientes, c'est-à-dire pouvoir supporter ce choc, cette attaque, continuer à vivre tout en remontant un nouveau système à côté. Et ça, c'est pas donné à toutes les entreprises et c'est de la cybersécurité. Donc, si je devais définir rapidement la résilience, on peut trouver beaucoup de définitions. Ça vient du monde de la psychologie. Hein. Ce n'est pas un terme du tout technique. On pourrait le résumer en disant que c'est limiter les impacts d'une attaque sur le fonctionnement de votre entreprise, tout en maintenant les fonctions vitales, en rétablissant à côté les opérations normales de fonctionnement, et c'est quelque part apprendre et s'adapter, faire avec. Nous n'avons pas le choix, nous avons une attaque, nous avons deux modes de raisonnement, soit je m'écroule et je fais rien, je dis c'est la fatalité, soit je fais ce qu'il faut pour remettre la société en place, remettre mes fonctions vitales dans le bon ordre. Et pour faire ça, ça va demander un certain nombre de mesures techniques, organisationnelles, humaines, et ça va demander aussi, on va le voir, de l'anticipation. Parce que ce n'est pas au moment où on va avoir l'attaque qu'il va falloir penser à tout ce qu'il faut faire pour remettre mon système en place et mon organisation. Et c'est ce que j'appelle le changement de paradigme. On était avant dans un monde, dans un mode de pensée où on raisonne technique et c'est l'alpha et l'oméga de la cybersécurité. On est maintenant dans un autre monde où penser que technique ne suffit plus. Ça suffisait il y a peut-être une vingtaine d'années parce que les attaques étaient différentes, parce qu'on n'avait pas la même maturité. Maintenant, on a besoin de beaucoup plus. Si je prends la cybersécurité et la résilience, la cybersécurité, c'est ce qu'on fait jusqu'à maintenant. On analyse, on quantifie, on protège. Le postulat, c'est j'identifie tout et on protège, on met un mur. Et c'est principalement, souvent, technique avec les DSI. La cyber-résilience, c'est un peu différent. On se dit qu'on ne va jamais tout pouvoir prévoir. Il y a un caractère d'imprévisibilité, de risque, incontrôlable. Il va falloir apprendre à gérer ce qu'on ne connaît pas forcément, maîtriser l'art de l'improvisation. C'est ça, la résilience. Et c'est l'étape après la cybersécurité. On doit d'abord mettre en place des mesures techniques. Elles sont absolument obligatoires parce qu'elles vont contrer 90 à 95% de toutes les attaques qui peuvent arriver. Et c'est très important, vital. Mais ensuite, il faut prévoir l'imprévisible. Pour ça, il y a pour vous dans votre société 5 dimensions qui sont à prendre en compte si vous voulez avoir une vraie stratégie de cybersécurité. En dehors de la partie technique, qui en est une, et on l'abordera un peu plus tard, vous avez ces 5, ce que j'appelle dimensions qui sont à prendre en compte. La dimension dynamique. Il faut que vous soyez conscient
en tant que dirigeant d'entreprise, si vous avez des dirigeants d'entreprise qui sont autour de la table, en tant que DSI, RSSI ou administrateur, c'est qu'une attaque informatique a plusieurs échelles temporelles. Il y a le côté immédiat, il y a une attaque, vous êtes ransomwareisé, tout le monde est à l'arrêt, c'est le côté visible et immédiat de l'attaque. Maintenant, vous allez avoir une échelle temporelle qui est totalement différente, c'est la remise en service de votre système et de continuer à faire fonctionner votre société pendant que on est en train de remonter un système. Et ça peut prendre un temps plus ou moins long. La moyenne, quand on est sur un ransomware, la société met en général plus de 15 jours à 3 semaines à pouvoir redémarrer correctement son activité. Là aussi, ça va dépendre de son organisation, de son anticipation, de ce qu'elle a prévu en termes de gestion de crise, mais on est dans ces ratios-là et ça peut aller des fois beaucoup plus loin. Et il faut savoir combiner et gérer ces différentes temporalités qui sont parfois contradictoires. Je prends un exemple, le responsable informatique va dire à sa direction, écoutez, on a été ransomwareisé, on en a pour une bonne semaine, et puis je vais avoir besoin de sécuriser plus mon système pour boucher le trou par lequel est rentré le hacker. Et puis en face, vous avez le dirigeant qui va dire, hors de question, moi, je ne vais pas attendre qu'on me fournisse la rustine pour boucher le trou. Vous redémarrez, tant pis si vous redémarrez dans les mêmes conditions, mais il faut que je redémarre, moi, il faut qu'on produise. Là, c'est contradictoire. C'est deux temporalités, un qui veut aller très vite pour redémarrer, l'autre qui veut aller moins vite, mais pour sécuriser. Il va falloir s'entendre. Et pour s'entendre, il faut souvent l'anticiper. C'est le jour où ça arrive, on a souvent de gros clashs et nous-mêmes, nous avons vécu entre des directions et des DSI ce que je vais appeler des clashs lors de gestion de crise parce que rien n'avait été anticipé. Avoir la vision d'ensemble de son entreprise, c'est valable pour un DSI, c'est valable pour la direction. Il faut qu'on connaisse exactement le mode de fonctionnement de la société, de l'entreprise, les risques auxquels elle peut faire face et comment les combler et comment se protéger. La dimension réseautée, on l'oublie trop, vous en faites probablement sans le savoir. Une crise, et je parle bien d'une crise, pas d'un incident, vous avez un poste qui est en panne, vous avez un disque sur un serveur qui a lâché, c'est un incident. Il peut être traité par le service informatique. Quand on a un ransomware, l'informatique seule ne pourra pas le traiter. Votre société est à l'arrêt, il va falloir communiquer avec l'extérieur, communiquer avec vos clients, avec vos organismes de tutelle, si jamais vous en avez dans le cadre de votre activité. Communiquer peut-être avec vos partenaires, vos fournisseurs, avec votre banque, avec des financiers. Et ça, c'est pas l'informatique qui peut le faire. Donc, ça implique de multiples intervenants. Et en cas de crise majeure, vous n'avez peut-être pas non plus toutes les compétences en interne pour remonter techniquement votre infrastructure. Donc, vous allez faire appel à des réseaux internes ou externes. Ces réseaux-là, si vous ne les avez jamais activés, si vous n'avez jamais discuté avec eux, si ce n'est que pour les externes avoir par exemple un contrat, ça ne suffira pas. Si vous avez un gros pépin à 3 heures du matin et que votre contrat ne prévoit que de l'aide en jour ouvré, heure ouvrée, vous aurez beau appeler votre fournisseur, il ne vous répondra pas. Sauf si, à côté, vous avez mis en place un système de communication, vous vous connaissez, c'est des réseaux un peu plus informels. Si vos administrateurs système connaissent les ingénieurs système qui sont chez le prestataire, par exemple, chez l'éditeur, parce qu'ils ont déjà eu plusieurs fois des relations sur d'autres sujets, mais en dehors de crise, le jour où il y aura un pépin, vous pouvez les contacter de manière informelle et ils seront beaucoup plus enclins à vous aider. Et on s'aperçoit que énormément de crises cyber se résolvent par ce biais-là, parce qu'on sait appeler les bonnes personnes au bon moment, que ce soit en externe, mais aussi que ce soit en interne. Si on connaît les différents managers, les différents services, si on fait appel à eux régulièrement, mais dans un cadre qui n'est pas un cadre de crise, le jour où il y aura une crise, on n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe et ils seront prêts à donner de leur temps et à vous aider. Et on sous-estime beaucoup trop cette partie réseau. Il faut que vous ayez un carnet d'adresses qui vous permette de faire face à quasiment n'importe quelle
incident ou crise pour avoir les bonnes personnes au bon moment, encore une fois, en dehors de tout contrat. Pratiquer, je dirais que c'est presque le point le plus important. On l'a tous vécu, vous avez, pour beaucoup, je pense, tous passé, par exemple, je sais pas moi, le permis de conduire. Vous avez eu la théorie et vous avez eu la pratique. Et puis on s'entraîne, on passe des heures de cours. Quand on est à l'école, c'est la même chose. On n'apprend pas les logarithmes, les tables de multiplication, juste en lisant le cours. On pratique, on fait des exercices régulièrement, souvent. Et même si on n'en fait plus maintenant, on oublie, il faudrait en refaire. Ben, c'est la même chose. Si vous mettez en place des mesures techniques, un firewall, un antivirus, ce genre de choses-là, il faut à un moment tester, vérifier que ce que vous avez mis en œuvre fonctionne et fonctionne de la manière dont vous l'avez pensé. Vos utilisateurs, si vous ne les entraînez pas à reconnaître ce que c'est que des mails de phishing, ce que c'est qu'une arnaque téléphonique, le jour où ils en auront une en face, ils ne sauront pas la détecter. Et ce n'est pas parce qu'on aura envoyé 1 ou 2 mails en expliquant faites attention aux mails de phishing qu'ils le sauront. Il faut s'entraîner régulièrement. Si vous mettez en place un plan de reprise d'activité, c'est bien de l'avoir mis en place, mais c'est pas bon si vous ne l'avez jamais testé. Parce que le jour où vous en aurez réellement besoin, personne ne saura comment il fonctionne. Et comme il n'a jamais été testé, on ne saura pas s'il fonctionne correctement en plus. Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Donc c'est ça, entraîner la mémoire musculaire de l'organisation. Là, j'ai parlé technique, mais c'est aussi des process organisationnels qu'on peut tester. Alors bien sûr, on ne pourra pas tout prévoir, on ne pourra pas tout tester. Mais si on teste les points majeurs qui sont les risques majeurs que vous avez identifiés pour votre entreprise, ensuite, on saura mieux réagir à des incidents ou à des crises qui ressemblent à celle-là. Si je reprends l'exemple du permis de conduire et de la route, on n'a pas tous appris à réagir à tous les types d'accidents qui pouvaient arriver quand on est sur la route. On nous en a appris quelques-uns, comment réagir, et ensuite on sait s'adapter. C'est le propre de l'être humain, savoir s'adapter et improviser. Mais on sait le faire parce qu'on a appris un certain nombre de choses qu'on a répétées très régulièrement, et on reproduit peu ou prou les mêmes actions, et ensuite on improvise quand on a un cas particulier. Donc on le fait par des war rooms, par des exercices sur table, en situation réelle, par de la sensibilisation, par des tests de campagne de phishing, par des tests d'intrusion sur site, non pas techniques, mais humains, par aussi des tests techniques d'intrusion. C'est toute cette mécanique de tests, d'évaluation qui nous permet de vérifier que ce qu'on a mis en œuvre fonctionne et qu'en plus on sait l'utiliser correctement. La dimension adaptive, c'est la capacité de savoir apprendre de ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous avez une crise, on va reproduire exactement les mêmes types de réponses, parce que ça, à la limite, c'est même contre-productif. Si on essaie de capitaliser en disant qu'on ne fera que refaire ce qu'on a fait avant, on oublie le côté adapté, improvisé, qui est pourtant très important. Mais par contre, c'est savoir analyser ce qui s'est passé par rapport à notre propre organisation et de modifier ses barrières techniques, ses process, son organisation, pour que on puisse améliorer les process auxquels on avait pensé. Alors ça, c'est pas toujours aligné, parce que moi j'appelle avec une rationalisée qui est focalisée sur les profits. En fait, on va voir que une société, plus elle est organisée pour être productive, moins elle est résiliente. On focus tout sur la productivité, on élimine tout ce qui peut être un centre de coût et qui n'est a priori pas utile, et donc on oublie d'être résilient. Je vais prendre un exemple qui a été marquant il y a 3-4 ans à peu près dans les hôpitaux. C'était au moment du Covid, juste avant le Covid, pardon. Vous avez un hôpital du côté de la Bretagne qui s'est fait attaquer. Les hôpitaux, on sait que la productivité ou en tout cas la rationalité des coûts est extrêmement importante. Donc, ils étaient passés sur des tablettes. On avait éliminé tout ce qui était les feuilles de soins, tous les thermomètres qui étaient manuels. On a éliminé tout ce qui était tableau blanc. On était passé à de l'informatique. On partageait les tablettes à plusieurs. Voilà, rationalisation des coûts. Ils ont eu une attaque par ransomware. Tout s'est arrêté.
Ils ne pouvaient absolument plus rien faire. Ils ont appris de cette situation et ils ont réinvesti dans des crayons, des papiers, des tableaux blancs, des feuilles de prise de température qu'on peut mettre au bout des lits, des thermomètres qui ne sont pas des thermomètres informatisés, etc. Ils ont eu une deuxième attaque à 1 an à peu près après. Et ben, en termes de résilience, ils ont été bien meilleurs parce qu'ils avaient pensé, anticipé un travail en mode dégradé. Ils ont ressorti à ce moment-là les tableaux, les feuilles de soins. On venait noter les traitements des différentes personnes sur les tableaux et c'était partagé avec tout le monde. Ils ont réussi à fonctionner alors qu'1 an avant, ils étaient à l'arrêt complet. L'exemple ici, c'est pour montrer que quand on veut être extrêmement productif, qu'on élimine tout ce qui ne concourt pas directement à la capacité de production de l'entreprise, au final, ça devient une erreur par rapport à la cybersécurité. C'est une bonne chose par rapport à l'entreprise et par rapport à sa saine gestion, je veux dire, en termes de coûts. Par contre, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est plus on va être productif, moins on va être résilient. Et il faut trouver ce bon compromis entre être résilient, être productif et s'entendre. Et ça, c'est quelque chose qui doit aussi s'anticiper entre les directions générales, les DSI. Mais j'étais un petit peu en avance, c'était sur la partie contestation. Quand on parle de cybersécurité, quand on parle de résilience, quand on parle de mise en place de mesures de protection, qu'elles soient techniques, organisationnelles ou autres, on demande en fait en tant que DSI, que RSSI, qu'administrateur, on va demander à une direction générale d'investir des moyens, du temps, de l'argent, pour des risques qui sont potentiels, probables. Et ça, c'est pas dans l'esprit humain. Investir des milliers d'euros dans quelque chose dont on ne sait pas s'il va arriver, c'est extrêmement compliqué à intégrer. Pourtant, on le fait bien. Avec les assurances, tout le monde accepte plus ou moins facilement de payer des assurances en vue d'un sinistre qui est potentiel. Alors, je dirais que tout le monde accepte de le faire parce qu'on l'a obligé. On oblige à avoir une assurance automobile, sinon on n'a pas le droit de rouler, en théorie. On oblige à avoir une assurance responsabilité civile. Si on ne l'obligeait pas, je pense que 80% des Français ne prendraient pas d'assurance en se disant on verra bien si ça arrive. Le problème, c'est qu'en termes de cybersécurité, c'est que ça peut coûter extrêmement cher à la société parce qu'encore une fois, elle est à l'arrêt. Donc, c'est ça la contestation de la rationalité. C'est vous allez avoir beaucoup d'obstacles en tant que, si vous êtes autour de la table des DSI, des RSSI, des administrateurs, beaucoup d'obstacles pour convaincre qu'il faut investir des moyens, encore une fois techniques, mais aussi humains, organisationnels, on les verra après. Vous allez avoir ce type de réponse. Et puis, on a des contestations qui sont dues à nos biais, ce qu'on appelle des biais cognitifs de tout le monde. Les biais de confiance, par exemple. On est prêt, on saura tout gérer, pas d'inquiétude, ça va bien se passer. Ça, c'est un biais cognitif humain. Un rapide exercice montre en général que non, qu'on n'est pas prêt. Simplement, on ne veut pas faire l'exercice parce qu'on ne veut pas se mettre en défaut. On reste sur ses certitudes. Alors, il y a beaucoup d'autres biais cognitifs qui peuvent nous embêter pour empêcher la mise en place d'une vraie stratégie de cybersécurité. Des biais de confirmation, des biais d'expertise, de confiance, on pourrait en citer beaucoup, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. Toute cette explication, c'est encore une fois pour faire comprendre que en termes de cybersécurité, il y a beaucoup de bons gestes barrières à mettre en œuvre, il y a beaucoup de choses à faire et la prise de conscience, c'est qu'il ne faut pas que ce soit des choses qui ne soient que techniques. Il y a beaucoup de bonnes pratiques qui mériteraient d'être mises en œuvre et qui rendraient beaucoup plus service que de la technique. On va voir quelques exemples juste après. Donc, par où commencer? Je vais vous montrer un schéma qui résume ce que c'est que la sécurité d'un système d'information. Vous l'avez entendu dans ma présentation, il y a 4 grands piliers. Il y a de la technique, et c'est le premier point qu'il faut mettre en œuvre. Aucune contestation possible sur ce sujet-là.
Il y a de l'organisationnel, il y a du réglementaire, et là, tout dépend de vos métiers respectifs, et il y a de l'humain. Et ça n'est que parce que vous aurez mis en place des mesures sur ces 4 piliers que vous aurez une cybersécurité qui tiendra la route. Je vais prendre un exemple un peu trivial. Vous construisez une maison, vous mettez des murs de 30 à 40 cm d'épaisseur, vous mettez des fenêtres avec des vitres blindées, vous mettez des barreaux devant, vous mettez des portes blindées avec des serrures incrochetables. Vous avez dépensé des dizaines de milliers d'euros pour la sécurité de votre maison. Et vous mettez la clé sous le paillasson. Eh ben, votre sécurité de votre maison, elle est égale au prix de votre paillasson, c'est-à-dire une quinzaine ou une vingtaine d'euros le paillasson. La sécurité, elle est égale au maillon plus faible de votre chaîne. Si vous investissez que dans la technique, c'est comme la ligne Maginot, les gens passeront à côté. Donc vous aurez beau investir et vous croire protégé, on passera à côté et on attaquera tout autant votre société. Il est plus important d'être moyen dans l'ensemble des domaines pour se protéger que d'être au top dans un domaine et proche de zéro dans les autres. Parce qu'en plus, quand on est au top dans un domaine et proche de zéro dans les autres, on a vraiment l'impression qu'on a fait tout le travail qu'il fallait et en plus, on baisse sa garde. On se dit, c'est bon, j'ai mis des murs autour de mon système d'information, donc personne ne pourra rentrer. Sauf que votre système d'information maintenant, il n'est plus dans vos murs. Il est à l'extérieur de votre société. Le temps où le système était totalement isolé du reste du monde parce que les serveurs, les PC, tout était à l'intérieur de votre société et n'avait pas de connexion vers l'extérieur, ce temps-là est fini. Maintenant, tous les systèmes sont interopérables, tous les systèmes sont interconnectés. Vous avez des accès Internet, vous avez des accès sur des sites de vos prestataires ou de vos fournisseurs, eux-mêmes peuvent avoir des accès sur votre système. Donc, c'est vraiment interopérable. Votre messagerie, pour beaucoup, elle n'est plus chez vous. Elle est hébergée, par exemple, chez Microsoft ou chez Gmail. Ce qui veut dire que toute personne peut se connecter sans être dans vos locaux, si elle a le login et le mot de passe, peut se connecter sur votre environnement sans même que vous le sachiez. Donc, on change vraiment de mode de fonctionnement. Il faut comprendre que cette interopérabilité fait que les mesures techniques ne peuvent plus suffire et qu'il va falloir effectivement mettre en plus de l'organisation, des process, de l'humain pour qu'on puisse correctement gérer notre système. Pour ça, on a un peu ce qu'on appelle une roue, c'est la roue de Deming pour ceux qui connaissent un petit peu ce qui a été fait dans certains domaines de qualité. La manière et les bonnes pratiques, c'est tout d'abord, c'est d'évaluer, de connaître vos forces et vos faiblesses, que ce soit en termes techniques, là aussi, organisationnels, réglementaires, humains, peu importe. C'est pour pouvoir protéger quelque chose, il faut connaître de quoi on veut se protéger. Sinon, on va se protéger de choses qui ne nous concernent pas, on va dépenser de l'argent pour des choses qui ne nous concernent pas, et on oubliera peut-être de se protéger de choses qui sont importantes. Et les risques ne sont pas les mêmes pour toutes les sociétés. Le même risque peut être considéré comme pas important pour une société et extrêmement important pour une autre au vu de son activité. Donc, évaluer un minimum et connaître ses forces et ses faiblesses est très important. Ensuite, on peut protéger techniquement, on peut s'organiser, c'est le pilier organisationnel, on peut par exemple sensibiliser les utilisateurs à des risques qui sont majeurs chez vous. Ça s'appelle la sensibilisation utilisateur, ça concourt à la protection. Une fois qu'on a fait cette protection, cette mise en œuvre, cette sensibilisation, on va s'exercer. On va vérifier que ce qu'on a mis en place fonctionne. Si on est dans le cadre technique, on va organiser par exemple des tests de PRA. Si on est dans le cadre humain, on va tester par des campagnes de phishing, par des campagnes d'arnaque téléphonique, par des intrusions sur site, par des campagnes par SMS. Si on est dans le cadre plus organisationnel, on va tester, par exemple, comment se passe la demande d'un nouvel accès sur le système informatique. Est-ce que le process est suffisamment sécurisé pour que quelqu'un ne puisse pas faire la demande, qu'il n'y ait aucun moyen de vérifier que la personne qui fait la demande pour avoir un accès est bien celle qu'elle dit être. Voilà tous les exercices qu'on va pouvoir être faits. Et tous ces exercices et toutes ces mesures de protection doivent être mis sous pilotage, en tout cas un minimum,
pour avoir quelques indicateurs macro stratégiques qui permettent de remonter à une direction générale le rapport entre les investissements qui ont été faits et derrière, est-ce que ça a amélioré la sécurité de mon entreprise? Si je prends un exemple, par exemple, sur la sensibilisation, sur l'être humain, j'évalue les comportements de l'être humain. Je vais faire une campagne, je fais un quiz pour comprendre un peu ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas. Je le protège, donc je le sensibilise à un certain nombre de risques et je vais lancer des campagnes régulières de phishing pour s'exercer. Tout ça peut me calculer un indice de culture cyber de l'utilisateur et donc de la société. Et je verrai bien au fur et à mesure du temps, après les différentes sensibilisations, les différents exercices, est-ce que les résultats s'améliorent? Je le verrai parce que j'ai des indicateurs clairs de tendance qui me permettent de dire oui, ça a vraiment baissé. Avant, j'avais 80% des personnes qui cliquaient sur les mails de phishing. Au bout d'un an, j'en ai plus que 20%. C'est un indicateur clair qui montre que l'évaluation, la protection, la sensibilisation ont porté leurs fruits. Il faut trouver ce type d'indicateur. Les pistes plus opérationnelles. Connaître, évaluer, c'est faire des audits, des diagnostics, des tests de résistance sur votre infrastructure technique. Donc, c'est des pen tests, par exemple, des scans de vulnérabilité. Si je parle de la partie technique, c'est de l'audit de robustesse de mots de passe pour vérifier si vos utilisateurs savent ce que c'est qu'un bon mot de passe. On s'aperçoit trop souvent quand on quand on craque des mots de passe, qu'on retrouve encore trop souvent le nom, le prénom, la date de naissance, la ville de naissance, le nom de son animal de compagnie, son sport préféré, qui sont autant de choses qui sont assez faciles à casser, soit par des moyens techniques, soit par ce qu'on appelle les moyens d'ingénierie sociale, psychologique, on va dire. Donc, il faut apprendre aux gens ensuite à dire ce que c'est qu'un bon mot de passe. Un bon mot de passe, c'est un mot de passe qui n'est pas un mot du dictionnaire. C'est quelque chose qui ne se rattache pas à nous. C'est quelque chose qui est facile à retenir, qu'on n'ait pas à le noter quelque part. Parce que si on le note quelque part, c'est totalement contre-productif. Et souvent, quand on le note dans un endroit qui n'est pas sécurisé. Donc, on apprend ces techniques ensuite. Mais pour ça, il faut d'abord évaluer et comprendre quel est le raisonnement des personnes. Les diagnostics sont des diagnostics qui peuvent être techniques, organisationnels, de process, animés par des consultants spécialisés. Une fois, un des sujets aussi d'en connaître, évaluer, c'est souvent un peu plus lourd, c'est ce qu'on appelle une analyse de risque. Au niveau, on va la garder au niveau informatique, c'est de faire la liste des risques potentiels auxquels on pense, et ensuite, pour ces risques-là, de se dire, OK, celui-là, chez moi, l'impact est fort si ça arrive, la probabilité est forte, celui-là, je vais le gérer de risque. Ce risque-là, par contre, impact faible, la probabilité, une fois tous les 10 ans, je l'estime, maintenant, je vais peut-être pas le gérer. S'il arrive, eh ben, je le subirai. On fait cette cartographie, cette analyse, et en fonction de ces risques-là, ensuite, on mettra des mesures de protection, de préparation, d'anticipation. Cette phase préparer-protéger, ça va être des plans d'action, des politiques de sécurité, ça va être la mise en place de PRA ou de PCA, ça peut être, et c'est très important de plus en plus, de la gestion de crise, une cellule de gestion de crise. Ça ne veut pas dire qu'il y a 15 personnes dedans, c'est propre à chaque société, à chaque organisation, mais c'est d'anticiper le jour où il y a une crise, comment on va communiquer, comment on va se mettre en ordre de bataille pour résoudre notre ransomware. Est-ce qu'on a prévu des moyens de communiquer alors que notre système est à l'arrêt, qu'on n'a plus de messagerie? Comment je vais prévenir mes collaborateurs? Comment je vais communiquer avec mes clients, avec mes fournisseurs pour leur dire j'ai un souci et leur donner de l'information? Parce que si on leur donne pas d'infos, ils vont être dans le flou, dans l'expectative, voire même inquiets. Comment je vais faire pour prévenir mes prestataires? Est-ce que comment je vais communiquer à l'extérieur? Si je ne dis rien, mes utilisateurs, mes collaborateurs vont peut-être communiquer sur les réseaux sociaux alors que je n'aurais pas voulu qu'ils communiquent. Donc voilà ce que c'est qu'une gestion de crise, c'est arriver à mettre en place une structure qui permette de mieux maîtriser le moment où la crise arrive et de la résoudre le plus rapidement possible, parce qu'on sait que plus on résout vite, moins ça fait de dégâts dans la société. C'est de la sensibilisation utilisateur. Utilisateur, c'est tout le monde. Direction générale, métier, collaborateurs,
tout le monde a des risques qui peuvent être différents. On sait sensibiliser de manière générique, soit de manière particulière. Exemple, des sensibilisations pour des personnes de la direction financière qui sont souvent amenées à avoir des arnaques au téléphone, arnaques au président, usurpation d'identité, faux virements. Donc, on peut mener des sensibilisations. Vous devez mettre en place des sensibilisations spécifiques pour ces gens-là. Ensuite, c'est s'entraîner. Dans ces exercices, pensez en interne à vous exercer. Testez votre PRA. C'est un prérequis. Testez vos sauvegardes. Donc, faites des restaurations plus ou moins régulières, pas juste d'un fichier, mais testez-les dans un environnement un peu plus important. Si vous avez un prestataire qui agit pour vous, testez votre prestataire. Demandez-lui de vous restaurer, par exemple, une machine. Demandez-lui qu'est-ce qui se passe si jamais l'application qui est hébergée chez lui n'est plus là. Est-ce que vous êtes, il vous a dit qu'il y avait un plan de secours et que ça repartait sur un autre site. Faites le test. Ne faites pas confiance aveuglément aux personnes. Vérifiez que ce qui est dit et écrit éventuellement dans les contrats est bien opérationnel et que eux-mêmes maîtrisent les process pour lancer ce plan de reprise d'activité. On peut s'entraîner aussi avec des serious games, avec des quiz. Il y a plein de solutions possibles que vous pouvez utiliser, que ce soit en interne ou avec des prestataires, pour, encore une fois, exercer le collaborateur, exercer vos process, votre organisation, pour qu'elle soit à même de réagir. Et s'améliorer, c'est s'améliorer, je pourrais mettre aussi piloter, c'est ce que j'appelle moi les rétex, les retours d'expérience, c'est ancrer le changement. On passe d'une cybersécurité qui est technique, on passe à quelque chose qui doit être une stratégie. Ce n'est pas un centre de coût, la cybersécurité. Ça peut même être un centre de profit. Ça peut amener un plus vis-à-vis d'autres sociétés qui seraient vos concurrents, qui, si elles ne font pas un certain nombre de choses, peuvent disparaître. Si vous présentez, et on a le cas pour certains clients, en présentant une feuille de route de cybersécurité, aussi bien technique qu'organisationnelle, avec un plan à 1 an, à 3 ans, ils ont rassuré leur assureur, ils ont rassuré leur banquier, ils ont gagné certains contrats, je pense aux clients avec des centrales d'achat de la grande distribution, parce qu'ils ont pu prouver, par rapport à d'autres, qu'ils avaient pris la cybersécurité à bras-le-corps. Et là, on transforme un centre de coût presque en centre de profit, en avantage concurrentiel. Si on arrive à mettre cette stratégie en place, on l'aperçoit totalement différemment, la cybersécurité. Et c'est gouverner, piloter. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a des dirigeants d'entreprise autour de la table, mais il ne vient à l'idée d'aucun dirigeant de ne pas avoir de tableau de bord sur sa société. L'état de la trésorerie, l'état de la masse salariale, du chiffre d'affaires. Dans certaines sociétés de la grande distribution, c'est à la demi-journée près qu'ils ont les statistiques, les tableaux de bord et qui suivent et qui savent ensuite corriger s'ils le font. Et ben, la cybersécurité, on devrait avoir un certain nombre d'indicateurs macro, mais qui permettent de présenter aux dirigeants, est-ce que ma société est bien en sécurité et quelle est la tendance? Est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça va moins bien pour pouvoir mener les actions? Voilà, pour ma part, j'ai terminé. Je voulais volontairement laisser un petit temps de parole avec les personnes qui sont autour de la table pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci Damien pour cette présentation très intéressante. Je vais activer le son des participants, vous donner la possibilité d'activer d'utiliser votre micro. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, soit c'est extrêmement clair, soit malheureusement j'ai perdu tout le monde. Ou c'est un sujet qui est maîtrisé, hein. Non, je dis ça un petit peu en plaisantant parce que je pense qu'on a tous des améliorations. C'est moi qui vais me permettre d'avoir une question auprès des personnes qui sont autour de la table et s'il y en a bien qui veulent répondre et donner leur avis. On parle très souvent de la cybersécurité par termes techniques. Je l'ai abordé volontairement par un autre angle.
Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous paraît pertinent? Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que pas du tout, vous voulez parler technique? Personne ne veut prendre la parole? Allez-y, n'hésitez pas, hein. Alors, attendez, j'ai une demande. Alors, j'ai une remarque. Bonjour, c'était bien clair. Voilà. Voilà. C'est Geneviève. Est-ce qu'on Oui, m'entend? Oui. Oui, tout à fait. Voilà, bonjour. Je voulais dire que j'ai trouvé votre approche très intéressante dans la mesure où parler que technique ne va parler qu'aux techniciens, alors que, effectivement, je pense que la cybersécurité concerne tous les membres d'une entreprise. Donc, je trouve ça particulièrement intéressant. Voilà. Ma D'accord. petite Mais contribution. c'est effectivement le cas. On est tous acteurs de la cybersécurité, à titre privé ou Voilà, professionnel. tout à fait. Il ne faut surtout pas C'est penser que c'est que l'informatique qui doit s'en occuper. c'est ça. Et ça, je pense que la plupart des gens n'ont pas forcément encore pris conscience. C'est souvent le cas, j'y dire malheureusement, mais les Malheureusement, oui. mentalités sont en train de changer et c'est par ce Oui, type de petit à séminaire petit. Ouais. qu'on y participe aussi. Même à titre personnel, hein, on peut aussi avoir ce genre de problème, je veux dire, sur ses ordinateurs perso. Oui, tout à fait. Merci Geneviève. D'autres questions, d'autres remarques? Non, bon, moi je voulais juste dire que c'était effectivement intéressant dans l'approche, hein, où justement je pense que c'était pas une approche technique, hein, pour le coup. Je pense quand même que c'est ce qui intéresse nos entreprises, hein. On n'a pas forcément des techniciens autour de la table, donc l'approche était bonne. Vous avez parlé d'assurance à un moment donné. Je Oui. ne sais pas si vous l'avez dit, mais il existe aussi des assurances cyber, hein, après Alors des oui, assurances il classiques. existe des assurances cyber. Elles deviennent très complexes et très compliquées à contracter. En fait, les assureurs pensaient que c'était un peu une poule aux œufs d'or et il s'avère que c'est plutôt le contraire. En 2022, pour à peu près 100 euros de prime qui rentraient chez les assureurs, ils en ressortaient 150 pour les sinistres. Donc, ils ont revu un peu tous leurs copies et depuis le 1er janvier, les conditions d'accès aux cyberassurances ont été extrêmement durcies par les cyberassureurs. Une autre chose à changer, ils sont capables de payer les rançons ils sont autorisés à payer les rançons quand il y a des ransomware, ce qui ne veut pas dire que s'il y a une rançon, ils vont la payer. Ils sont autorisés mais il y a plein de petites clauses qui peuvent exclure le paiement si l'entreprise n'a pas fait ce qu'il fallait pour être suffisamment sécurisée. Et si avant, les cyberassureurs demandaient un petit questionnaire avec avez-vous un antivirus, faites-vous vos sauvegardes régulièrement, voilà, quelques questions comme ça, ce n'est maintenant plus le cas. Maintenant, c'est un véritable questionnaire qu'ils posent et ce qu'ils demandent, c'est une feuille de route. Ils demandent à vérifier que la société se soit engagée dans la cybersécurité et qu'elle montre que c'est des véritables actions et non pas du bachotage comme on peut tous le faire. Je veux faire une cyberassurance, je fais une campagne de phishing avant, je montre les résultats, j'installe mon antivirus, ça y est, il y est, alors que il y a quelques mois, je n'avais rien de tout ça. J'exagère volontairement mon trait, mais les assureurs maintenant demandent vraiment pas de blanche. Les banquiers le demandent de plus en plus. Les commissaires aux comptes, c'est dans leurs prérogatives de demander, pour faire ce qu'on appelle les pistes d'audit fiables, de vérifier que le système d'information est sécurisé. Donc, de plus en plus, si on n'a pas cette mentalité, si on n'a pas cet exercice de mettre en place, encore une fois, ce que moi j'appelle la feuille de route, beaucoup de portes vont se fermer auprès des entreprises parce qu'elles ne seront considérées comme étant trop dangereuses pour investir avec elles sur le long terme, parce que peut-être que demain elles ne seront plus là à cause des statistiques que j'ai données.
voilà, sur des TPE, TPI, encore une fois, c'est 60%. Alors, on peut discuter des chiffres. Ça peut être 55, ça peut être 65. Il n'en reste pas moins vrai que c'est énorme et que un banquier, quand il va faire un prêt à une société, il a envie que son prêt soit honoré, que les remboursements soient honorés. Il le fera plus facilement à une société qui montrera patte blanche en termes de cybersécurité qu'à une société qui n'a rien fait. Les fournisseurs, de plus en plus, vous voulez travailler avec la grande distribution, vous passez par ce type de questionnaire avec eux. C'est ce qu'on appelle dans notre domaine les PAS, les plans d'assurance sécurité. Il y avait avant des plans d'assurance qualité. Et de plus en plus, ces sociétés entre elles mettent en place ce qu'on appelle un PAS, un plan d'assurance sécurité. On demande, nous demandons à certains de nos prestataires, des clients nous demandent à nous de remplir un questionnaire disant comment on traite la sécurité, pour être certain qu'on ne met pas en danger leur propre système d'information. Donc c'est vraiment une tendance de fond. Et ceux qui malheureusement ne prendront pas ce train-là et qui considéreront la cybersécurité comme un centre de coût, comme un mal nécessaire où on fera le strict minimum, vont de plus en plus avoir de difficultés à pouvoir travailler avec d'autres organismes. J'ai une question de Benoît qui demande pouvez-vous donner des noms d'assureurs cyber? Des assureurs spécialisés. Alors, je sais que sur la région ici, MMA, il y a un courtier d'assurance MMA, Colmar, font encore des cyberassurances. Voilà. Alors ensuite, les faiseurs particuliers, non, je n'en ai pas. Il faudrait chercher pour en trouver. J'en ai pas sous le coude. Dans la région, il y a un courtier qui s'appelle Roderer, qui a aussi une partie cyber. Je sais parce qu'on a discuté avec eux justement sur les questionnaires qu'ils utilisent pour voir comment on pourrait éventuellement travailler avec eux. Donc voilà les deux que je pourrais citer. Mais ensuite, non. La seule chose, c'est que il va falloir beaucoup discuter avec eux. Si vous avez déjà une assurance cyber, faites tout pour la garder, c'est sûr. Si vous n'en avez pas, soyez conscient que ça va être compliqué d'en avoir une. Ou alors, il y aura des primes importantes ou des exclusions importantes parce qu'ils ne veulent plus prendre autant de risques. Le propre d'un assureur, et d'un cyberassureur, c'est d'assurer un risque, une probabilité. Il gagne sa vie sur ça, une probabilité. Dans la cyberassurance, malheureusement, c'est plus une probabilité, c'est une certitude. On est certain, malheureusement, de se faire attaquer. Et comme les sociétés ne se sont pas suffisamment protégées, l'assureur, il perd de l'argent. Donc, il réagit différemment. C'est comme pour les mauvais conducteurs ou les bons conducteurs. On demande, il y a des notions de bonus, malus. Si vous suivez des cours de conduite sur glace, si vous suivez des cours de conduite de nuit particulière, en conditions difficiles, etc., vous pouvez bénéficier d'assurances qui sont moins chères, de meilleures garanties. C'est exactement la même chose dans la partie cyber de plus en plus. Je vais en ajouter peut-être un qui est local, qui s'appelle Assurance Castero, qui est basé à Guenot, mais qui a aussi une agence à Colmar. On les avait fait intervenir sur une table ronde sur la cybersécurité. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils proposent ce type d'assurance, mais en tout cas, ils pourront vous orienter. En tout cas, ils savent en parler, ils savent un petit peu ce qu'il en retourne, donc ils pourront au moins vous orienter. Donc, Assurance Castero, C-A-S-T-E-R-O-T. Voilà, vous tapez sur Internet, vous allez retrouver les coordonnées. Je peux vous donner le nom. En fait, on avait fait il y a 1 an et demi un séminaire en présentiel avec, je citais tout à l'heure MMA, qui était venu justement intervenir. Donc là, c'est un agent qui est basé à Colmar, c'est Hervé Casser, K-A-E-2-S-E-R. Hervé Casser, K-A-E-2-S-E-R. Il est MMA, mais je crois qu'il est basé lui sur Colmar. Mais lui a une culture cyber et donc MMA a ce type de prestations aussi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres en tout cas. Ah, alors si. Merci pour vos retours. Vos prestations cyber sont-elles adaptées pour toutes les tailles d'entreprise? TPE, PME, ETI. Donc c'est toujours Benoît qui nous pose cette question. Alors oui,
il y a des offres qui sont adaptées à tout type d'entreprise. Alors, pour être très honnête, s'il y en a autour de la table, par exemple, le domaine de l'artisanat, les très très petites structures, peut-être un petit peu moins. Et encore, quand on va parler de la partie être humain, sensibilisation, là, c'est tout type d'entreprise, sans exception. Des entreprises qui ont 3-4 salariés, on a ce qu'il faut pour pouvoir les sensibiliser, faire de l'évaluation de termes de campagne, de phishing s'il le faut, avec des solutions qui peuvent être extrêmement intéressantes et j'allais dire peu onéreuses. Ensuite, pour le domaine de l'artisanat, pour les très très petites structures, c'est vrai que nous ne sommes pas structurés pour les solutions beaucoup plus techniques, beaucoup plus grosses. Là, on s'adresse plutôt à des plus grosses structures. Mais la région, par exemple, a mis en place une aide. Il y a un diagnostic cybersécurité où la région prend 50% en charge, jusqu'à concurrence de 10 000 euros. Je vous mets le lien dans le chat, effectivement, j'allais en parler. Effectivement. Voilà. Donc, c'est une bonne manière de faire un état des lieux qui sera aussi là très apprécié si demain vous voulez prendre une cyberassurance, parce que ça montre justement, vous avez commencé cette phase d'évaluation. Il n'y a pas que de l'évaluation, il y a aussi quelques tests techniques, il y a un audit et on peut y intégrer de la sensibilisation dessus. Alors, il y a certains sujets qui sont obligatoires dans l'audit. On ne peut pas aller en dessous. Puis ensuite, on peut rajouter des choses jusqu'à concurrence de 10 000 euros pour lequel la région prend 50% en charge, donc 5 000 euros. Le noyau minimum que demande la région, ça ferait à peu près dans les 5 000 euros. Donc, 2 500 restant à la charge de l'entreprise, ce qui reste une somme pour certaines entreprises, hein, j'en suis parfaitement conscient, mais ce qui au final, par rapport aux risques encourus dont on vient de parler, d'avoir un état des lieux et de savoir vers quoi il faut aller, est quand même pas. C'est un investissement, je pense, qui vaut largement le coup. Mais là, on en revient au biais cognitif, c'est savoir anticiper. On ne sait pas, l'esprit humain ne sait pas le faire. Payer 2 500 euros pour avoir une évaluation, un plan d'action qu'il faudra peut-être mettre en œuvre pour des risques dont je ne sais pas s'ils vont arriver et quand. L'esprit humain n'est pas fait pour se dire ok, j'y vais. Or, encore une fois, la question c'est pas si ils vont arriver ni quand. Ça vous arrivera. Peu importe. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Moi, je voulais juste rajouter une petite remarque. On avait organisé ce qu'on appelle un cybercafé en début d'année. On l'avait fait à la gendarmerie à Strasbourg. Ils ont une cellule vraiment dédiée sur les cyberattaques, cybermenaces. Et en fait, ils nous disaient qu'aujourd'hui, les hackers se sont organisés. En fait, hein, ce sont des organisations avec des spécialités bien précises. Donc, il y a par exemple des personnes qui vont pouvoir récupérer des adresses mail. Ensuite, il y a d'autres qui vont intervenir pour faire des campagnes de phishing. Et voilà, etc. Ils ont chacun des spécialités et en fait, c'est vraiment devenu des organisations. C'est des entreprises commerciales. Ils vendent leurs services, ils vendent des kits tout faits à l'usage de personnes qui veulent les utiliser. Ils peuvent commander, vous pouvez commander une prestation à des cyberattaquants en leur disant voilà, je voudrais attaquer telle société, je voudrais obtenir telle information et ils le font pour vous et ils prennent un pourcentage sur ce qu'ils peuvent gagner. Et ils se sont professionnalisés. Ils font du marketing, ils font des remises, c'est assez hallucinant, mais c'est véridique. Alors, il existe toujours le hacker qui est dans son garage ou l'adolescent ou l'étudiant qui veut hacker. Lui, le plus souvent, c'est plus par notoriété. Ça dépend en fait du type d'attaquant. Il y en a, c'est pour gagner de l'argent. D'autres, c'est pour montrer qu'ils sont extrêmement forts et qu'ils peuvent rentrer partout, être connus. D'autres, c'est pour de l'espionnage industriel. D'autres, ça peut être pour de la malveillance. On parle souvent de cyberattaquants externes. Souvent, des cyberattaques sont menées de l'interne de l'entreprise par un employé qui était mécontent. On n'a pas besoin de grandes compétences techniques pour mettre à genoux un système. C'est très facile pour quasiment n'importe qui.
petite appétence technique, mais vraiment pas grand-chose. Donc, maintenant, de plus en plus, on essaye aussi d'expliquer aux sociétés qu'il faut se protéger en interne. Quand je vous disais, vous quittez votre poste, verrouillez votre session. C'est le b.a.-ba que toute personne devrait faire partout et même chez soi. En télétravail, pendant le Covid, on a eu une recrudescence d'attaques. Alors, pas de vraies attaques, mais de gros problèmes, en fait, parce que les gens chez eux laissaient leur poste non verrouillé. Et il y avait des enfants qui passaient par là, sans vouloir mal faire, qui touchaient un poste professionnel, qui lançaient un jeu, qui allaient sur Internet, qui lançaient le jeu de je sais pas quel truc très amusant, et qui mettaient le poste professionnel en défaut. Tout ça parce que le poste n'était pas verrouillé. Moi, quand je fais des intrusions sur site et que je rentre dans les sociétés, c'est pas simplement pour le plaisir de rentrer. C'est pour montrer que, en rentrant dans la société, je contourne donc les mesures techniques qui m'embêtent. Je suis dans la place et là, on ne me demande rien. Je me promène le plus souvent dans les locaux sans qu'on me dise rien. Je trouve un poste qui est non verrouillé. J'ai gagné. À partir du moment où j'ai ce poste-là, je peux envoyer un mail, par exemple, à la société entière au nom de la personne dont j'ai pris le poste, en insultant la société complète. Allez prouver que c'est pas la personne qui l'a fait. C'est extrêmement compliqué. Enlever un virus sur un poste, on le fait. Une fois qu'il est enlevé, il est enlevé. Quand on envoie un mail de ce type-là à la société complète ou à l'ensemble des partenaires, éteindre une réputation qui a été mise à mal, c'est quasiment impossible. Si je prends la main sur le poste de quelqu'un, que j'ai son Facebook et que je publie des horreurs sur Facebook, sur son compte Facebook, allez prouver ensuite que c'est pas la personne qui l'a publié. Elle aura beau dire que, mais oui, mais on m'a piraté mon compte, il restera toujours quelque chose. Ce que je veux faire toucher du doigt par là, c'est que la cybersécurité, c'est important à beaucoup d'égards. C'est votre vie privée aussi. C'est votre vie professionnelle, c'est votre vie privée. On doit y faire attention au même titre qu'on fait attention quand on traverse la route, qu'on met sa ceinture de sécurité quand on monte en voiture. Il y a un certain nombre de gestes qui vont devenir naturels. On nous a jamais éduqués à y penser de cette manière-là. Une fois que ça rentre dans les mœurs, on n'y fait plus attention. On lit les mails, on détecte très rapidement si c'en est un ou pas de phishing. Quand on a un appel téléphonique, on a le réflexe tout de suite de se dire « Oh là, non, je réponds pas comme ça. Je laisse pas la main à quelqu'un sur mon poste à distance si j'ai pas vérifié qui il était. » etc. C'est des bons gestes barrières qu'on inculque justement en sensibilisation. C'est des sessions en général qui peuvent faire en présentiel 1 heure, 1 heure et demie. On donne vraiment les bases. Et puis ensuite, on a des solutions qui peuvent être en e-learning pour occuper le terrain, pour rappeler les bonnes pratiques par des nano-vidéos, des nano-learning qui permettent de rappeler un certain nombre de bons gestes, de bonnes pratiques. Ok, merci Damien. Alors, je vais juste, pour terminer le webinaire, je vais vous partager l'adresse mail de la CCI, du pôle mutation digitale. Donc, c'est tout simple, digital@alsace.cci.fr. Pourquoi? Parce que si vous avez des projets numériques, donc qui peuvent concerner la cybersécurité notamment, mais également la communication, l'organisation interne, les ERP, la dématérialisation, tout type de projet numérique, vous pouvez entrer en contact avec nous. Il existe des aides au niveau de la région Grand Est et au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg pour les entreprises qui sont basées sur une des communes de l'Eurométropole. Ces aides, grosso modo, peuvent aller jusqu'à 6 000 € à 50% des dépenses. Et donc, ça peut financer des dépenses de conseil ou d'investissement. Ça peut même être de l'investissement matériel dans certains cas. Il y a des critères d'éligibilité, évidemment. Donc là, le mieux, c'est de rentrer en contact avec nous. C'est pour ça que je vous ai donné l'adresse mail de notre service pour valider ces critères au regard de votre activité, de votre localisation et également de la nature de vos projets, de vos investissements. Voilà. N'hésitez pas, on est là pour vous orienter, pour répondre à vos questions et faire avancer vos projets. Je vous remercie. Merci Damien pour l'intervention très intéressante. Merci aux participants. Je vous enverrai donc le lien vers le replay. Et puis, je vous dis à la prochaine session. Ce sera le 28 septembre, session webinaire sur le e-commerce, comment lancer son site e-commerce en tant que petite entreprise. Et donc, vous serez invités. Je pense que vous aurez les invitations par mail.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci encore Damien et puis à bientôt. Je vous en prie. Merci. Au revoir à tous.